Madame Keita, Aïssatou Pontoun Diallo. Alors, on va s'intéresser à cet autre fait de société, Lamine Mohamed Sissé, Baïla Amadou Traoré, puisque vous dites que vous avez réussi à avoir finalement cette denrée rare aujourd'hui, l'or noir dans les stations service depuis hier jusqu'à aujourd'hui. C'est des longues files, une opération à laquelle on n'était plus habitué depuis belle lurette qui refait surface à la direction générale de la SONAP. On essaie vraiment de donner des explications. Oui, c'est la panique totale dans le pays. À chaque station, c'est des longues files. Oui, la régie va montrer tout à l'heure les images au niveau. Qui crée aussi du coup des embouteillages à ces points-là. De la spéculation. Qui crée aussi, bien entendu, de la spéculation, y compris tout près des stations, y compris même dans certaines stations. On est à 25 000 maintenant le litre, le carburant, l'essence. C'est extrêmement grave. Donc j'espère vraiment que l'État sera proactif pour rapidement remédier à cette situation. On ne devait même pas assister à ça. Oui, bien entendu. Déjà, on ne devait pas. Mais étant donné qu'on est dans l'urgence... attendez qu'il termine. J'imagine. Lamine Mohamed Sissé, patientez qu'il termine, s'il vous plaît. Non, rapidement, je vais vous donner, parce que moi, je n'ai pas... Rapidement, ce que je dis, vous pouvez quand même raconter le calvaire que vous avez traversé aujourd'hui. Non, le calvaire là, nous l'avons tous traversé. Nous l'avons tous traversé hier nuit, précisément. Exactement. Moi, c'était aujourd'hui, parce que justement... Hier, mais moi, j'ai beaucoup galéré pour ça. L'information. Mais en tout cas, une chose est sûre. Avant, c'était Mohamed Sissé, mais maintenant, Lamine... La rébellion est passée de l'autre côté. Exactement. Cheikh Sadibou Ndoye, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe de son côté. Il a du mal maintenant à patienter son tour. D'accord. Ça, l'angle le démange à tout moment. Oui. Donc, je disais une pénurie, malheureusement, ce qui se profile, parce que c'est extrêmement dommageable. Mais le DG de la SONAP rassure que d'ici à demain, tout va se régulariser. Espérons que ça soit le cas et espérons aussi qu'on ait les réponses que Monument va poser tout à l'heure et s'empresse déjà de les poser, de savoir pourquoi on en est arrivé là et prendre des mesures pour que ça ne se fasse pas. En tout cas, je rappelle qu'il y a eu dernièrement des réformes à ce niveau, au niveau de la distribution du carburant. J'avais cru comprendre à un moment que l'État avait récupéré un certain monopole. Donc là encore, je ne sais pas si c'est cette réforme-là qui justement a engendré aujourd'hui ça, mais je me pose des questions et j'espère qu'on en aura les réponses. Un de nos techniciens vient de me dire qu'il vient juste d'acheter 1 litre à 40 000 francs guinéens. C'est dommage. Et lui, il en avait jamais besoin de carburant. Alors, moi, j'ai dû annuler... demain matin, personne ne circulera. Moi, j'ai dû annuler tous mes rendez-vous. Oui, on a vu votre coup de gueule sur votre page. Et ça me coûte très cher, très sincèrement. Ça me coûte absolument trop cher. Alors, et c'est vrai, depuis hier, je l'ai constaté. Et parce qu'au retour à la maison, j'ai voulu m'arrêter quelque part pour m'approvisionner en carburant. Et malheureusement, il y avait une si longue file d'attente que je n'ai pas eu la patience. Et je ne pouvais même pas avoir la patience d'attendre pour être servi à mon tour. Donc, et ce qui est dommage, et parce que comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, il y a très longtemps, c'était un mauvais souvenir. Et on ne pensait plus revivre cette pratique en Guinée. Et dans les conditions normales, et surtout que toutes les conditions sont réunies. Donc, dans les conditions normales, bien évidemment, l'État doit voir sur toute la chaîne ceux qui sont responsables de cette pénurie, et donc que ces personnes répondent devant la loi. Il n'y a pas que le détournement ou des personnes à scandale. Non, ces situations doivent être sanctionnées. Oui, mais c'est la direction générale de la SONAP. Toute la chaîne. Il n'y a plus de ministère. Toute la chaîne. Ceux qui sont responsables, toute la chaîne, doivent subir la rigueur pas de la loi, mais doivent subir les conséquences. Voilà, justement, on doit tirer toutes les conséquences et les punir. Alors, il faut avouer que c'est une situation, c'est un problème c'est vrai que ça pourrait arriver un jour si les dispositions n'ont pas été prises. Et c'est pourquoi d'ailleurs je plains le manque de proactivité de ceux qui sont chargés d'approvisionner le pays en carburant. Et depuis, il y a Baïla qui le rappelait tout à l'heure, qu'on a nationalisé donc la commercialisation, l'importation du carburant. Et des spécialistes, des observateurs avertis ont
On redoutait cette situation. Et ça, c'était au temps d'Alpha Condé. C'est pourquoi la réforme a eu du mal à passer au Conseil des ministres. La réforme a eu du mal à attirer l'attention, à capter l'attention du président de la République. Parce qu'il y a eu des notes qui ont été envoyées au président de la République pour lui dire que ce n'est pas une bonne réforme. Ceux qui l'ont fait ont leur raison. Ouais. Et parce qu'ils ont voulu récupérer la marge qui revenait aux autres importateurs. Et donc nationaliser pour permettre à l'État de gagner beaucoup. Donc la gourmandise de l'État, dans tous les cas, ne paye pas. Et ce n'est pas dans tous les cas que la déprivatisation voilà, donc, pourrait payer. Alors c'est ce qui a été fait parce qu'avant il y avait Total, il y avait Vivo, il y avait plusieurs armateurs. Oui, et Kamsar Petroleum. Et qui courait des risques, ça aussi il faut le préciser, et parce qu'il y a la fluctuation de la monnaie, il y a la non-disponibilité également des devises pendant l'importation, et pour des raisons de politique monétaire de la Banque centrale, quand vous avez besoin, quand vous faites la demande d'avoir 8 millions de dollars, l'État, pour une raison ou pour une autre, comme je l'ai dit tout à l'heure, au nom de sa politique monétaire, peut ne pas vous mettre à disposition le montant sollicité. Ouais. Et vous êtes obligé de vous rabattre sur le marché noir. Ouais. Et c'est pourquoi il y avait, le marché parallèle. La demande étant forte à l'époque. Et c'est pourquoi on constatait bien évidemment la montée du taux de change sur le marché noir. Alors, l'État a décidé d'importer. Alors, le risque, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la disponibilité. Est-ce que l'État est toujours capable d'avoir les devises nécessaires et même les transactions, ça coûte extrêmement cher. Et ça aussi, malheureusement, ça n'a pas été prévu par l'État dans le cadre de la réforme qui a été engagée. Ça, c'est une chose. Mais tout cela a été compliqué, aggravé par le changement de trader. On ne sait pas comment et pourquoi. Comment cela s'est passé? On nous dit que c'est la suite d'un appel d'offres. Moi, je cherche le journal dans lequel l'appel d'offres a été lancé. Et ça peut être... C'était un appel d'offres restreint. Un appel d'offres restreint. Permis aussi par la loi. Oui, mais bien évidemment, bien sûr. Mais les conditions, pour un service, c'est aussi encadré. Pour un secteur c'est permis par la loi, mais c'est aussi sensible. C'est aussi encadré. Il faut l'ouvrir. Alors, avec les anciens traders, on avait moins de problèmes. Il fallait s'assurer que le nouveau trader n'allait pas nous créer des problèmes. Et malheureusement, on a changé de trader. Et vous savez que cette habitude-là, elle est générale. Et ça, on ne cesse là de le dire. Quand on prend service, quand on est nommé, on remet tout en question. Pas que pour voir clair. Pas qu'on reproche fondamentalement des choses, des mauvaises choses au service qui étaient fournis jusque-là. Mais c'est parce qu'on a envie certains détails qui favorisaient des responsables qui leur permettaient de se remplir plein les poches. Donc il faut tout supprimer. Pas supprimer, mais réorienter. Voilà, donc ces avantages, ces privilèges. Réorienter ces privilèges pour que ces privilèges soient destinés désormais à soi. Et il y a toutes ces considérations-là qui ne sont pas écartées. Je n'ai pas dit que c'est forcément à cause de cela. Ouais. Mais la réalité nous démontre que ça n'a pas été une très bonne chose. En tout cas, il n'y a pas de l'anticipation au niveau de cette direction. Et quand j'ai entendu aujourd'hui, j'ai lu sur les réseaux sociaux, à la suite de son intervention sur nos confrères, que si l'État ne subventionnait pas le carburant, qu'on aurait vendu le carburant à 17 000. Attendez, monsieur, il faut bien qu'on a longtemps entendu, mais on n'a jamais entendu cette... Amadou Doumbouya, c'est lui. Non, ça c'est... On n'avait jamais entendu cette déclaration. Cette déclaration aussi surprenante que... Voilà. Celle du DG de la SONAP. Et puisque vous vous interrogez, est-ce qu'on peut suivre un extrait de l'interview qu'il a accordé aussi Djoma Madia, justement par rapport à ce que nous on peut qualifier de crise, de pénurie, même si lui il parle de gestion très rapide des documents qui, à cause du changement bien entendu, d'armateurs. Donc on va partir avec la régie, si tout est prêt avec elle, qu'elle nous envoie rapidement l'extrait du directeur général de la SONAP.
Ce n'est pas comme s'il y a une pénurie de carburant dans le pays. Ce qui se passe, nous avons même 3 bateaux actuellement, dont 2 de gasoil et un bateau d'essence. Mais ce qui se passe, que c'est la première fois que l'État prenne en charge l'importation du pétrole. Nous avons commencé, le premier bateau est arrivé ici le 10 du mois passé. Et certaines banques ne sont pas encore habituées à avoir l'État comme client dans leur portefeuille. Donc, comme toute nouvelle compagnie, il y a des procédures de validation qui sont en train de faire. Et Dieu merci, c'est fini. À partir de la journée d'aujourd'hui, ou plus tard demain matin, les bateaux vont commencer à décharger. Mais quand même, il n'y a pas de manque, l'essence est là, le gasoil est là. On refait le monde pour que bougent les lignes du développement et de la gouvernance sur Joma FM. Bokar Sansobari, vous êtes rassuré? Alors, je dis quand c'est une procédure de validation. Oui, mais en même temps, c'est une procédure de validation qui a un impact sur ma personne. Sur tout le monde. Voilà. Non, je veux dire à un niveau. Donc, il faut peut-être prendre le temps aussi de présenter ne serait-ce que des excuses parce que c'est une défaillance du dispositif qui a conduit à ce que nous sommes en train de vivre. On n'a pas nécessairement besoin des explications qui sous-tendent, quand c'est depuis le 18, c'est juste une question de prévision. On aurait dû faire en sorte que cela ne se répercute pas sur les citoyens. Et maintenant, je veux dire que j'ai lu tout à l'heure au bas d'un article d'un site de La Place qu'au Mali aussi, il serait confronté à une pénurie. Alors, je suis en train de me demander, est-ce que ce serait parce que désormais, le port de Conakry est le port quasi naturel de Bamako, parce que j'avais cru comprendre que le Mali n'est pas, l'embargo ne concernait pas notamment les produits pétroliers et les produits pharmaceutiques. Donc, je ne comprends pas, a priori, qu'est-ce qui peut faire en sorte que le Mali aussi soit dans la même situation que nous, le Bamako notamment. Alors qu'il n'y a pas longtemps, la Guinée, les autorités avaient offert une quantité importante de produits pétroliers. 1 million de litres. À Bamako. Le carburant, c'était ça, non? Ouais. Voilà. Et on a vu des camions en longue file en destination de Bamako. Nous allons ouvrir le registre politique Cheikh Sadibou Ndoye. Nous allons d'abord nous intéresser à ce discours du Premier ministre, chef du gouvernement. Hier, on en a parlé dans l'émission, mais sauf que ça continue de retenir l'attention de plus d'un Guinéen. Oui, le Premier ministre a cherché de le convaincre, je ne sais pas, à une autre communication, compte tenu de tout ce que nous, citoyens, nous avions dit par le passé par rapport justement au dialogue social. Le Premier ministre effacé sur l'échiquier international, qui ne réagissait pas, qui ne répond pas aux attentes, n'est-ce pas, des populations de façon générale, mais surtout aussi du CNRD qui a porté la confiance sur lui. Diplomate, on a pensé lors de sa nomination à Mohamed Béavogui, qui va booster le pays, la Guinée, sur l'échiquier international, qui va essayer en tout cas d'apporter une touche, sa partition pour ce qui est de la réussite de la transition. Mais force est de reconnaître aujourd'hui, je ne dirais pas qu'il y a eu déception, mais en tout cas, l'homme n'a pas tout à fait répondu à l'attente des populations, des citoyens. En tout cas, pour ceux qui connaissent très bien Mohamed Béavogui, vu son image, de ce qu'il représentait à l'échelle internationale. Et donc, pas mal de critiques donc, qui sont formulées à l'endroit de sa personne. Alors, on a fait l'immersion gouvernementale. Et ensuite, on a parlé du dialogue social. On attendait à ce qu'il y ait des résultats par rapport à cela. Le Premier ministre aujourd'hui qui fait donc une sortie et essaie de revenir sur cette immersion gouvernementale pour essayer de donner ce que nous connaissions déjà, convaincre dans une communication ce dont il a été question pour les membres du gouvernement. On nous a toujours fait comprendre que c'était pour toucher du doigt certaines réalités, sauf que des réalités que nous connaissons tous, que la plupart des membres du gouvernement d'ailleurs connaissent, parce que vous prenez l'exemple du porte-parole du gouvernement qui est de Gawal, qui a fait plusieurs fois va-et-vient. D'ici Conakry, Gawal, la plupart d'entre eux sont aussi des préfectures et qui pratiquent ces préfectures-là. Donc, ceci dit, je me dis que la plupart d'entre eux connaissent exactement ce dont souffrent les populations. C'est vrai que l'immersion en est une partie, mais on n'avait pas besoin aussi de faire tout cela pour nous faire comprendre. L'autre chose, c'est par rapport au dialogue. Alors, on a compris à ce sujet que jusqu'ici, peut-être que le dialogue proprement dit n'était pas encore enclenché. Est-ce que cela n'est pas dû aux menaces qu'on a connues ces derniers temps, notamment avec le FNDC, qui compte descendre dans la rue, des choses qui ont amené le Premier ministre à faire des communications non seulement
seulement sur l'immersion gouvernementale, pour essayer de convaincre vis-à-vis aussi du CNRD, mais ceux qui ont porté confiance en lui, notamment le président de la transition pour le nommer, mais aussi pour ce qui est du dialogue social. Donc voilà un peu, si vous voulez, ce qu'on pouvait retenir, en tout cas de façon résumée, suite à la sortie donc, du premier chef du gouvernement. Alors, Boubacar Sansobari, il dit qu'il a annoncé la mise en place désormais maintenant d'un véritable dialogue dont lui-même, Mohamed Beyavogui, va présider avec, bien entendu, le conseil ou l'accompagnement de la communauté internationale. Est-ce que c'est parce que le G58 réclamait jusqu'ici? C'est exactement ça. Moi, je pense que la formule de dialogue que le G58 avait sollicité, je pense à travers la déclaration numéro 2 du G58, c'était justement un cadre de dialogue, d'une part, entre les forces politiques et sociales, de l'autre, le CNRD, mais avec l'accompagnement de la CEDEAO. Ils avaient demandé un médiateur de la CEDEAO, mais aussi avec comme observateur les partenaires techniques et financiers. Le PTF. Et hier, ce qui a été dit, c'est que c'est un dialogue où il a dit on va mettre à contribution la CEDEAO et que le G5 va être sollicité dans le ajouter quelque chose. Vous l'avez dit, quand il dit que c'est un dialogue que lui-même va présider, qu'est-ce qui se cache derrière cette précision que je vais moi-même présider? Est-ce à dire que désormais Mori Kondé ne pouvait plus porter des partis politiques. Voilà, ne pouvait plus porter ce processus-là, ne pouvait plus gérer le processus parce que quand il dit que moi-même je vais présider, c'est comme si en disant moi-même je vais présider, ceci était davantage une autre onction de crédibilité. C'est comme si c'est censé rassurer donne à la démarche. C'est comme si c'était censé rassurer les interlocuteurs qu'il a en face. Et c'est comme si il entérinait le fait que probablement la gestion du processus préalablement par le ministre Mori Kondé n'était pas de nature à rassurer le camp d'en face. Le camp d'en face. Alors, moi je dis que, donc, a priori, on verra comment ça va se décliner, mais a priori, Mori Kondé est dessaisi de la partie. Peut-être qu'une fois que le dialogue sera terminé, il peut s'impliquer dans la mise en œuvre, notamment pour tout ce qui est parti électoral, parti politique. Mais a priori, pour ce qui est du dialogue, il en est dessaisi. Je rappelle aussi que précédemment, dans le cadre des assises nationales, c'est lui qui était censé les piloter dans un premier temps. Ministre. Mais non, Mori Kondé. Mais au dernier moment, là aussi, il en avait été dessaisi et c'est encore le Premier ministre à qui cela avait été confié. Oui, Lamine Moïma Sissé. Oui, mais le cadre de dialogue, le cadre de concertation, c'est Mori qui a tout fait. Oui, c'est lui qui les a pilotés. Non, c'est lui qui les a pilotés. Le Premier ministre n'a fait que cette annonce. Après, il est parti en Arabie Saoudite. Et il a laissé toute l'équipe ici. Donc, le TDR et tout ce qui a été fait, et même la logistique, la gestion, tout a été fait par le ministère de l'administration. Ça, mettre à l'actif exclusif du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Pas du ministère, du ministre de l'administration du territoire. L'un incarne l'autre. Quand même, il ne faut pas tout personnaliser. C'est le ministère. Il a des collaborateurs, quand même. Pourquoi vous n'avez pas parlé de la primature, mais vous parlez plutôt de Mohamed Beyavogui pour la relance du dialogue? Allez-y. Non, voilà. Donc, il y a quelqu'un qui incarne le département. Donc, on parlait de lui. En parlant de lui, on parle de tous les départements. C'est vrai qu'il y a des gens qui l'ont aidé, mais c'est lui la première personnalité. Alors pour cette autre action, ça a tout l'air, je suis d'accord avec Sanso, qu'on a l'impression que le ministère va servir de coursier, transmettre les courriers. Oui, parce que ça a été dit. Oui, c'est ce qui a été dit. Et après, la mission dévolue au ministre Mori, c'est d'informer, c'est d'adresser des courriers aux acteurs concernés. Tout va être fait désormais par le Premier ministre. Mais je me dis, pourquoi maintenant là? Ça a pris assez de temps, on le disait hier. Les acteurs ne demandent que le dialogue. Rien que le dialogue. Et c'est vrai qu'on nous dit, non, ils vont obtenir le dialogue, ils vont poser d'autres conditions. Et parce que j'ai entendu les gens dire qu'on ne doit pas refuser d'aller au dialogue. Et ça, le RPG a bien l'expérience de cela. Qu'on ne doit pas refuser d'aller au dialogue, il faut poser des préalables au dialogue. Et ces préalables là, forcément, ça va consister à dire qu'il faut arrêter les poursuites judiciaires contre ceux qui ont des ennuis aujourd'hui avec la justice. La réponse à cela, je suis certain que l'État va leur dire que cela relève du judiciaire. Le judiciaire, entre le judiciaire
et l'exécutif, il y a une très grande différence. Il y a un fossé qui est très profond. Mais de toutes les façons, ce que je veux dire, rien que pour avoir le dialogue, s'il faut menacer de manifester, et ça, on n'a pas envie de revivre ce qu'on a déjà vécu depuis 10 ans. Donc, obtenir quelque chose, il faut le rapport de force, il faut la brutalité, il faut aller aux manifestations, il faut qu'il y ait des cas de mort. Et ce qu'il faut féliciter, ce qu'il faut encourager, cette fois, c'est que on n'a pas attendu que les manifestations aient lieu pour bien évidemment faire une annonce d'intention. Et donc pour exprimer cette volonté d'aller au dialogue. Donc on l'a fait. On l'a fait plus tôt, mais on devait le faire encore plus tôt. Pendant toute l'immersion. On n'a pas fait cas de dialogue. Et ça, on a posé la question. On avait estimé qu'il y a un cadre de concertation. Quel cadre de concertation? Par décret présidentiel. Il n'y a que la coquille. Il y a quoi d'autre? Il n'y a absolument rien. Après la rencontre inaugurale, il n'y a absolument rien. Et ça, est-ce qu'à ce niveau, Mori Kondé n'a pas failli à son devoir? Il n'y a pas que Mori Kondé. Et le Premier ministre, lui. Parce qu'il est chargé. Comme ce cadre était placé sous la tutelle directe. Et le Premier ministre. Maintenant, si le Premier ministre, lui aussi, a constaté que le cadre de dialogue ne fonctionnait pas. C'est surtout qu'il est le garant. Surtout qu'il est le garant. C'est maintenant qu'il le fait à quelques jours. Et ça, il met l'État dans une posture. Dans une très mauvaise posture. Il aurait dû attendre. Tout le monde. Il aurait dû attendre. Non, je dis, non, il devait le faire plus tôt. Mais si lui, chef du gouvernement, qui a déjà constaté qu'il y a une panne dans mais on dit dans le mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais. C'est lui qui l'a dit. C'est lui-même qui l'a dit. Non, mieux vaut tard que jamais. C'est Mohamed Bouyavogui qui l'a dit. Attendez. Il n'est jamais trop tard pour lui. Il y a des choses qui me paraissent très importantes. Regardez, le fait pour l'État d'accepter au forceps, d'être contraint, d'accepter quelque chose qui pourrait le faire facilement, amène les gens désormais, l'opinion à croire que cet État-là n'entend que le discours de la rue, n'entend que le rapport de force, mais ce n'est pas un État de dialogue. Cet État-là a toujours demeuré. Et ça, ce n'est pas normal. C'est pas normal. On va aller à la pause très rapidement. On se reprendra tout à l'heure pour la suite du débat. C'est bien l'émission On refait le monde.